Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe, une équipe de deuxième division. Et aujourd'hui, c'est Car Rural et on va parler de la saison 2023 de cette équipe. On parlera des coureurs à suivre et des transferts. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, quel coureur vous allez suivre également dans cette saison 2024 dans cette équipe. TikTok, les débris des compétitions en direct, notamment du biathlon. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et on commence. Et puis il y a la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, et le pouce bleu, parce que déjà ça me permet de voir que vous avez aimé la vidéo, et deuxièmement ça permet de mieux la mettre en avant également sur YouTube. On commence tout de suite avec Car Rural. Alors Car Rural c'est problématique, ça fait partie des équipes où là il y a un souci avec Car Rural, il y a un souci de dopage tout simplement. Il y a une affaire de dopage qui est en cours, alors pour l'instant l'UCI n'a pas vraiment trop réagi. Il n'y a pas eu de communiqué, mais bon, c'est pas comme si l'UCI réagissait extrêmement vite. Du côté de Car Rural, je pense que déjà, ils n'iront pas sur la prochaine Vuelta. Ça, je pense que c'est acté. Parcours de la prochaine Vuelta, on va le faire, la présentation, ne vous inquiétez pas. Je pense que ça sera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, ça sera en janvier. Mais la dernière semaine de janvier, cette année, il n'y a pas San Juan. Enfin, San Juan est... déjà avant, ça me faisait chier de faire San Juan l'année dernière. Mais cette année, l'avantage, c'est que la course n'est plus... il y aura beaucoup moins de grosses équipes à San Juan. Donc, on fera d'autres courses. Ce qui fait qu'il y aura un petit trou, je pense. On pourra peut-être caler ces vidéos-là. Du côté de Car Rural, oui, il y a une affaire du dopage. Alors... Une affaire de dopage. C'est-à-dire que l'équipe Car Rural, c'est un petit peu comme pour Miguel André Lopez. Techniquement, il n'y a aucun coureur de la formation qui s'est fait prendre pour un contrôle antidopage positif. Donc c'est comme Miguel André Lopez. Sauf que il y a des fréquentations avec cette équipe qui sont assez surprenantes. Et notamment le docteur Marcos Maynard. Docteur Marcos Maynard qui a été mis en examen pour dopage. Et le problème, c'est que Marcos Maynard, il aurait été contacté par des coureurs de la Car Rural. Via notamment le directeur de la formation, Ruima Hernandez. Et ça pose un gros souci, parce que ça veut dire que potentiellement, il y a des coureurs de cette équipe qui ont été pris pour dopage. Notamment, il y a, selon Marca, encore une fois, qui a révélé cette affaire, il y aurait eu une conversation entre Ruima Hernandez et ce médecin, où le médecin envoie un message à un coureur, un ex-coureur de la Car Rural en novembre 2021. Ruima nous a dit que tu nous payeras 3 000 €, je vous enverrai le compte sur lequel vous devez effectuer le paiement. Ça, c'est quand même pas très bon signe, comme le disait Marca. Et on a des prescriptions également pour des substances comme la théophiline, l'hormone ménotropine ou encore l'acide dichloracétique, qui sont donc des produits qui permettent d'augmenter les performances. Donc autant vous dire que c'est pas bon du tout, et ça va jouer sur les invitations qu'aura Car Rural, parce que les épreuves World Tour, elles ont une pléthore, surtout en Espagne, on a une pléthore d'équipes, on en a 4 aujourd'hui en deuxième division. S'il y en a une qui a des problèmes avec les dopages, on ne prendra pas le risque de la prendre. C'est pour ça que moi, ça ne m'étonnerait pas que l'année prochaine, je ne suis pas sûr qu'il y aura Kern Pharma sur la Vuelta. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit Burgos et Euskaltel. Pourquoi Euskaltel ? Parce qu'il y a pas mal d'étapes en Pays Basque l'année prochaine sur la Vuelta, notamment en deuxième semaine. Donc avoir l'équipe basque, ça pourrait être intéressant. Et Car Rural qui est quand même impliqué dans... Je serais surpris que Car Rural fasse partie des deux équipes espagnoles invitées sur la Vuelta. Donc on verra ce que ça sera comment ça se passera, mais c'est vrai que c'est une affaire qui porte le trouble un petit peu dans cette équipe. C'est la même affaire que Miguel André Lopez. Pour deux, c'est le même médecin qui est impliqué dans l'affaire Miguel André Lopez. Je ne savais plus le nom du médecin.
Ça a fait mauvais genre par rapport à une année 2023 qui a plutôt été excellente pour la Cara Rural, notamment 15 victoires, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps dans cette formation. Je pense qu'il faut revenir à l'époque où il y avait Hugh Carty, par exemple, donc 2014-2015, dans ces années-là. Que du côté de Cara Rural, on a marqué quand même, on a fini 28 au classement UCI, donc on est bon pour être invité d'office avec les nouvelles règles UCI pour les prochains grands tours. On a marqué 2088 points au niveau UCI, ce qui est assez rare, et notamment l'Etao 200 points, Aolar quasiment 650, ce qui est énorme pour une équipe comme ça. Donc c'est sûr que cette affaire de dopage, ça sème le trouble avec un Arlis Alouar qui a fini deuxième d'une étape de la Vuelta, avec Yuri Letao qui a remporté notamment le Tour de Grèce. Vous avez également Aoular qui a été bon sur le Tour de Croatie. Ils ont dominé le Tour de Croatie, ils ont été très bons sur la Croix-Race. Donc oui, ça commence à être inquiétant parce que quand tu revois les résultats de cette formation en 2024, c'est vrai que par rapport en 2023 par rapport à 2022, il y a une vraie différence de niveau. Même si 2022 n'était pas catastrophique, c'est souvent l'équipe espagnole qui marque le plus de points au niveau UCI, Cara Rural. C'était quand même bien moins intéressant en termes de résultats que 2023. Il y a eu un vrai gap de performance et notamment la Vuelta. Ils ont été très présents sur la Vuelta. On en a parlé même de Orluis Aolar, le Vénézuélien, pendant une grande partie de la Vuelta. On en a parlé sur quelques sprints. C'est vrai que l'Etao derrière fait une énorme crow race. Et là, on se dit, bon, est-ce que c'était des performances qui étaient normales ou est-ce que c'est dû au dopage? Et ça sème forcément le doute parce que quand une équipe gagne beaucoup plus d'une année à une autre, qu'il y a quand même des différences de résultats assez fortes. Parce que si je regarde 2022, il y avait 8 victoires et au classement UCI, donc là on était à 2000 points. 1352. Et avec Lastras qui avait mis 319. Jonathan Lastras qui n'est plus dans cette formation, qui est parti chez Cofidis. Ça sème le doute également sur d'autres coureurs qui sont maintenant dans d'autres formations parce que forcément Lastras du côté de chez Cofidis, on peut se dire est-ce qu'il est propre? Est-ce qu'il n'est pas très propre? Ça c'est la grande question. Donc il y a beaucoup de doutes là sur les coureurs de cette équipe quand même d'un coup. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. Et c'est pas une bonne nouvelle également pour l'UCI parce que on commence à avoir 3-4 affaires de dopage en ce moment. Donc c'est pas forcément la bonne situation pour l'UCI. Encore plus quand cette fédération n'intervient que très peu. Il parle très peu. Et ça, c'est un gros souci. Avec Alex Baudin, avec Esman, avec Stannard, avec maintenant la Cara Rural. À chaque fois, l'UCI n'intervient pas. Que ça soit également Quintana. Quintana, ils avaient parlé. Mais Miguel André Lopez, techniquement, je rappelle que Miguel André Lopez, il est dans une situation où il contacte des gens qui sont liés à des affaires de dopage, mais il ne s'est pas fait contrôler positif. Donc on est dans une sorte de flou juridique avec Miguel André Lopez. Il faudrait peut-être créer une suspension en cas de contact avec une personne qui a été impliquée dans une affaire de dopage, avec un médecin qui a été impliqué dans une affaire de dopage, mais ça veut dire également que la possibilité de rédemption n'existe pas également pour les médecins. Donc voilà, on est dans une situation qui n'est pas évidente, mais l'UCI devrait intervenir. Encore une fois, le problème de l'UCI, si j'ai envie de dire le nouveau problème également de notre ministre de l'Éducation nationale, c'est que c'est compliqué d'être sur tous les fronts. C'est compliqué d'être à la fois président du CNOSF, surtout lorsqu'on est sur une année olympique, et président de l'UCI. Et on voit bien que il n'arrive pas à tout faire. Surtout qu'il est aussi, Lappartient, il n'est pas député. Il est maire, ça c'est sûr. Je crois qu'il était maire à Lappartient. Est-ce que ça va me le mettre? Parce qu'à une époque, il était député, David Lappartient aussi. Il est membre
il est élu, il est même plus membre des Républicains. Il est président du conseil départemental du Morbihan. Je savais qu'il avait un mandat politique, mais je ne savais plus quoi. Donc président du CNOSF, président de l'UCI, conseiller départemental du Morbihan, président de la communauté... Ah non, il n'est plus président de la communauté de communes de la presqu'île de Rhuys, en Bretagne, mais voilà, il cumule un petit peu les postes. Il est plus maire également. Il était maire jusqu'en 2021. Bon, au bout d'un moment, il ne peut pas tout faire. Il a arrêté d'être maire, peut-être quand il a été président du conseil départemental, parce que ça pouvait plus se faire. Mais ça fait beaucoup de mandats. Ça commence à faire beaucoup, quoi. Et derrière, comment veux-tu réussir à faire tout correctement? Ça me semble compliqué au bout d'un moment. On passe aux victoires du côté de l'UCI et du côté de cette formation Cara Rural en 2023. Alors déjà, Orlou Saolar, il y a une victoire qui ne compte pas parce qu'il n'avait pas le maillot de sa formation. Il est devenu champion d'Amérique centrale et des Caraïbes en 2023. Enfin, il a remporté la course des Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes. Ensuite, Orluis Aolar, il avait remporté au mois de mars la Classica da Arabida au Portugal. Ensuite, la Volta ao Alentejo, également, course qui est dominée ces dernières années par la Cara Rural. Le Tour d'Hélas, c'était Yuri Letao avec l'étape 3 et le classement général. Le Grand Prix Beras et Serra de Estrella, l'étape 2 pour Yuri Letao, l'étape 3 pour Yuri Letao, l'étape 4 pour Albel Balderston. Le Grand Prix international Torres Vedras, ce trophée Joaquim Agostinho, David González. Orluis Saolar a remporté les 2 titres de champion du Venezuela. Daniel Bador remporté une étape du Tour de Portugal et une étape du Tour de Longo. Oui, à chaque fois, c'était l'étape numéro 4. Yuri Letao lui a remporté l'étape 2 de la Croix Race et Orluis Aolar l'étape 5 et le classement général de cette même course. Par rapport aux saisons précédentes, 15 victoires, c'est quasiment le double de 2022 où il y en avait 8, une seule en 2021, 4 en 2020. On n'est pas loin du record, comme je disais, de 2015, de 17 victoires à l'époque en 2015 dans cette formation. Je ne sais pas si ça va me le marquer facilement, mais en 2015 dans cette équipe, il faut savoir que donc il y avait Hugh Carty, il y avait Pardilla également, il y avait Edouard Prades également dans cette équipe. Pello Bilbao était aussi dans cette formation, David Arroyo. Donc le collectif était super solide pour une équipe de deuxième division, c'était énorme. Et il y avait eu 17 victoires, mais avec un collectif qui était très impressionnant par rapport même à aujourd'hui. Et ils avaient marqué beaucoup de points UCI à l'époque. Ils avaient marqué 1702 points UCI. Mais c'était un classement qui était différent. Il y avait Carlos Barbero aussi. Hein. Il y avait du monde au balcon dans cette équipe à l'époque. Hein. Monde au balcon, expression de vieux. Et ils avaient... des coureurs qui étaient partis en plus en cours de saison. Parce que il y avait vachement de mecs dans l'équipe. Hein. Enfin, c'était assez impressionnant. 2015, t'avais pas mal de coureurs qui étaient arrivés et qui sont restés pas très longtemps, mais qui avaient fait des bons résultats dans cette équipe. On poursuit avec les transferts. Eh bien, on a 5 arrivées pour 5 départs. Du côté des départs, eh bien, Sergio Roman Martin prend sa retraite. 2 coureurs n'ont toujours pas trouvé de point de chute. C'est Roran Garcia et Yezid Albero Piera, qui sont donc, je pense, colombiens. J'ai du mal à voir. En plus, mon ordinateur, là, il va falloir que je le recharge. Oui, ils sont colombiens. C'est bien ça, pas vénézuélien, parce qu'entre les deux drapeaux, c'est assez proche. Rulren Amezcueta, lui, rejoint l'équipe Il Balear Arabey Cycling, donc qui était... Je ne sais plus quel était son nom avant l'année dernière de cette formation continentale, mais c'est une bonne formation, c'était pas Europa, un truc comme ça, je crois, en continental. Et puis, donc, Barrechea qui rejoint la Movistar du côté des arrivées. Eh bien, nous avons Sébastien Berwick qui était chez Israël. Et sinon, ce sont que des coureurs qui étaient dans la réserve de Cara Rural. Donc, Cara Rural Aléa.
notamment Raume Guardieno, Samuel Fernandez, Julián Arriola Bengoa, et puis un Uruguayen, Thomas Silva Guillermo. Donc voilà, un deuxième Uruguayen dans une équipe de deuxième division espagnole. Ce qui fait que l'effectif 2024 de cette formation est composé de 22 coureurs. Le plus jeune, c'est Samuel Fernandez, il a 20 ans. Le plus âgé est Edouard Prades, il a 36 ans et 157 jours. Un seul coureur a plus de 30 ans, donc Edouard Prades. Et par contre, on a la moitié de l'effectif, c'est-à-dire 11 coureurs qui ont moins de 25 ans. C'est le cas de Thomas Barta, de Haile Mikel, de Babor, de Berwick, Lopez, Mogudi, Baderstone et Chebaria, Arriola Bengoa, Silva, Guardieno et Fernandez qui donc ont moins de 25 ans. Le collectif, principalement, moi je dirais deux grandes stars qui sont Aular et Yuri Letao, qui progressent encore, qui ont fait d'excellentes saisons 2023. On va voir ce que ça va donner également Berwick, qui vient d'Israël. Barcelo aussi, voir ce que ça va donner pour une deuxième saison. L'année dernière, c'était pas foufou. Et puis, il y a aussi le cousin du Cepeda, le meilleur ami de Jefferson Alexander Cepeda, le coureur de EF, le meilleur ami de Thibaut Pinot. C'est Jefferson Alvaro Cepeda. Et ils sont cousins, les deux. Et lui, on attend enfin qu'il passe un cap, parce que ça fait depuis quelques temps qu'on l'attend, et pour l'instant, c'est pas foufou. Pas mal de nationalités dans cette équipe. On a deux Tchèques, un Uruguayen, un Éthiopien, un Australien, un Britannique également avec Callum Johnston, et puis un Vénézuélien et un Équatorien avec Cepeda. Donc pas mal de nations différentes dans cette formation. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Le premier coureur à suivre pour moi c'est Yuri Letao. Parce que sa saison 2023, c'est rien à voir avec les saisons précédentes. C'est-à-dire que le Portugais, ça faisait partie des coureurs qu'on attendait un petit peu à un moment. Ça faisait partie des coureurs, on nous disait oui, regarde, c'est un coureur qui est performant, c'est un coureur qui est pas mauvais sprinter. Sauf que jusqu'à maintenant, sur les grandes courses, sur les courses professionnelles, c'était pas fou. On va pas se mentir. Cette année, il a remporté ses 3 premières victoires. Le Tour d'Hélas, une étape de la Croix-Race et une étape du Tour de cette même course. Donc ça, c'est déjà très bien, parce que c'est un coureur qui avait remporté notamment le Tour, la Volta ao Alentejo. Quand je vous dis que cette équipe domine cette course-là depuis des années, c'est assez impressionnant. Deuxième également d'une étape du Tour de Poitou-Charentes. Sur le Tour de Slovaquie, il fait 6, 7 et 4. Il fait 5e de la première étape du Tour de Burgos, où il y avait quand même pas mal de monde. Donc non, c'est un coureur qui a fait une saison intéressante. 40 jours seulement, par contre, de course. Mais il finit très fort sur la Croix-Race. Il fait vraiment une belle semaine de compétition. Et son sprint à Novalia, vraiment, faut le regarder parce que c'est un sprint de costaud sur une petite arrivée en faux plat montant. C'est assez dur. Donc vraiment intéressant, Yuri Letao. Donc moi, j'attends encore des progrès pour 2024. Coureur qui a 2 ans de contrat encore avec cette formation. Donc j'attends encore mieux pour 2024. Mais déjà qu'il confirme. Et ensuite, voir ce que ça peut donner sur certaines courses espagnoles. Et puis pourquoi pas le voir sur le Tour d'Espagne aussi, qui partira du Portugal. Ça pourrait être pas mal de mettre ce coureur là. Or Luis Aular, le champion du Venezuela, sur route, oui, parce qu'en ligne il y a du contre-la-montre. Or Luis Aular, super Vuelta parce qu'il fait 6, 2, 8 sur 3 sprint, en sachant qu'il abandonne à l'étape 13. Quatrième donc du contre-la-montre des Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes. Quatrième du Grand Prix du Morbihan aussi. Quatrième d'une étape du Tour des Asturies. Cinquième d'une étape du Tour du Pays-Bas, c'était celle qui est remportée par un coureur d'Ineos, je crois me rappeler. Du côté de la Bastida, c'était Ethan Etter, qui était magnifiquement emmené ce jour-là par son équipier chez Ineos, que je le retrouve. C'était Omar Fraile, qui avait fait un super travail pour Ethan Etter ce jour-là.
Et puis donc sur le tour d'Alentejo également, d'Alentejo, pardon, c'était très bien. Donc c'est un coureur voilà, qui progresse. Il en manque encore un petit peu, il lui manque encore un petit peu de caisse à Orluis Aolar, mais je pense que 2024 ça peut être une belle saison. Et puis pourquoi pas pour Orluis Aolar progresser et aller dans une formation World Tour fin 2024, début 2025. Ça c'est tout ce qu'on lui souhaite au coureur vénézuélien et puis ça permettrait aussi d'internationaliser encore un peu plus le monde du cyclisme professionnel. On poursuit avec Fernando Barcelo. Comme disait Barcelo, c'est vrai que sa saison 2023, elle n'est pas top. Après une saison 2022 qui avait été intéressante chez KA Rural, la question de savoir est-ce que c'est le poids des ans qui commence à se faire sentir pour Barcelo ou est-ce que c'est juste une année où il s'est raté. C'est dommage, il fait 5e à Barcelone, par exemple, 9e sur la Vuelta à Iscar. Il lui manque un gros résultat, voilà, du côté de Barcelo. Donc j'espère qu'en 2024, le gros résultat arrivera, mais c'est vrai que ça a été une saison qui était moins bonne que les précédentes. Il faut remonter à 2020 pour qu'il marque aussi peu de points sur une année, en sachant que 2020, c'était quand même une année atypique avec la Covid, et c'était sa première année chez Cofidis. On poursuit avec Sébastien Berwick, là aussi l'Australien. Intéressant parce que coureur qui a commencé donc chez Chambéry Cyclisme Formation, donc AG2R. Ensuite, il n'est pas gardé, il monte pas chez AG2R. Donc ce qui fait qu'il retrouve un club chez lui en continental, le Saint George Continental Cycling Team, qui est une équipe qui a déjà formé pas mal de coureurs. Ensuite, il se retrouve chez Israël, 2021, 3 ans chez Israël. Et c'est fou, c'est que Israël décide de s'en débarrasser lorsqu'il fait sa meilleure saison, parce qu'il finit très fort sur le calendrier asiatique, notre ami, notamment 2e du Tour du Héman. Il remporte également le Tour d'Alsace en fin de saison. 3e à Rivoli sur le Tour d'Italie, quand même. Et puis, sinon, sa première partie de saison avait été un petit peu plus confidentielle. Mais c'est pas une saison ratée pour Sébastien Berwick. Mais il n'a pas été conservé. Et alors, je me dis que lui, il s'est dit, tiens, je vais rejoindre KA Rural. C'est peut-être pas le choix numéro 1 pour Sébastien Berwick. Autre culture espagnole, il va falloir qu'il s'adapte. Peut-être une barrière de la langue aussi pour Sébastien Berwick, parce que je pense que KA Rural, on parle en espagnol. Donc, il va peut-être falloir qu'il prenne des cours d'espagnol d'ici le début de saison pour bien s'adapter à cette équipe. Mais bon, la relance, à 24 ans, ça peut être vraiment une belle saison. Il a 2 ans de contrat avec KA Rural, donc en plus il a le temps aussi de s'adapter. Il va pas avoir trop la pression des résultats sur la première année, donc ça peut être pas mal pour lui. Et puis pourquoi pas pour devenir un coureur important. Et puis pour KA Rural, en cas de grandes courses, s'il participe à des grandes courses World Tour ou même au Tour de Burgos, ça peut être un coureur qui peut faire un résultat sur ces courses-là. Vu qu'il n'est pas mauvais grimpeur, donc ça peut être intéressant. Et puis je termine avec un jeune coureur espagnol, Jaume Gardieno. Je le prononce certainement très mal, mais bon, j'ai fait allemand LV2, je m'en excuse. Coureur qui a déjà des petits résultats dans les courses espagnoles, vainqueur du classement des jeunes du Volta et Portugal en Bicicleta, notamment 5e de l'étape de Mondin de Basto, donc une étape de montagne. 2e du classement du Tour de la Communauté de Madrid, c'est une épreuve nationale et il avait remporté le contre-la-montre le premier jour. Il finit également 5e du Tour de Castello, qui est également une épreuve nationale, vainqueur de la Bizaosa Itzulia U23 et 7e de la Gordaco Higuera, également sur sa saison. Donc il a été très fort sur le calendrier espagnol. Également 10e du Tour de Basse-Navarre, une épreuve nationale française, et 18e de la Ronde du Pays Basque, également une épreuve, on va dire, nationale française, donc pas les épreuves professionnelles, les épreuves, on va dire, amateurs. Donc c'est plutôt des bons résultats. Il commencera tôt avec le Tour de la Communauté de Valence, et puis la Figueroa Champions Classic avant le Tour de l'Algarve, ça sera au mois de février, donc on va voir ce que ça va donner pour ce coureur qui me semble être un bon petit coureur de grand tour. Enfin, c'est peut-être un futur intéressant pour Jaume Gardenio.
Donc on verra ce que ça va donner en 2024. Lui aussi, contrat de 2 ans. Et il s'entraîne avec Cara Rural depuis le milieu de l'année 2023. Et ça fait depuis 2 ans qu'il était dans l'équipe de formation de la Cara Rural. On regarde le maillot tout de suite de la Cara Rural. Le changement est limité. On est toujours sur un short noir, un maillot avec du blanc et du vert. Le dégradé est différent. Le vert est plus foncé par rapport à l'année dernière et le dégradé commençait un petit peu plus bas. Et c'est un dégradé qui était plutôt avec des sortes d'alvéoles, alors que là on est sur un dégradé qui est beaucoup plus linéaire. J'aime bien moi le maillot de la Cara Rural parce qu'au moins on le remarque dans le peloton quand même un petit peu, même s'il faudra faire attention parce que le blanc cette année, il y a quand même pas mal d'équipes qui ont du blanc sur leur maillot. Je pense notamment à UAE, je pense aussi à la Bahreïn. Donc il faudra faire attention avec ces 3 formations-là. C'est peut-être au niveau du casque, parce que le casque là aussi est blanc avec quelques petits bouts de vert, qu'on verra la différence, mais on verra ça dès le début de saison. Eux, ça sera plutôt du côté de l'Espagne, notamment avec les courses à Valence et les courses du côté du Trofeo Palma de Majorque. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!